Bonjour, donc merci à Nicolas Bonnet d'avoir organisé cet entretien tout à fait intéressant. Donc moi je travaille au groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances avec Michael Nassila qui est aussi fortement impliqué dans la mise en place de cette formation dont je vais vous parler. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qu'on organise à la faculté de pharmacie d'Amiens comme formation de repérage précoce, d'intervention brève, à l'intention des étudiants en 6e année de pharmacie. Donc la formation au repérage précoce, c'est un plan c'est une priorité gouvernementale. On en a vu une ébauche dans le plan gouvernemental de lutte de 2008-2011, qui s'est fortement précisé dans le plan 2013-2017, qui expliquait qui était beaucoup plus explicite et qui disait précisément, je le cite, au sein de la formation continue qu'il fallait développer des programmes de formation au repérage et à l'intervention précoce. C'est aussi une priorité du RESPAD qui souhaite mettre en place les formations initiales dans la continuité des formations continues qui existent déjà. Donc nous, on a choisi de commencer par une formation à l'entretien précoce, à l'entretien motivationnel en alcoolologie. Alors, mis à part le fait que je travaille sur un groupe de recherche sur l'alcool, pourquoi on a choisi l'alcoolologie ? Alors, je ne pouvais pas faire cette présentation sans vous parler un petit peu d'alcool. Donc, l'alcool, on le sait, arrive en tête du classement des drogues en fonction du risque de dommages quand on intègre les dépendances, les dommages somatiques aigus, les conséquences sociales et le coût. Avec le tabac, ça représente 120 000 décès par an. L'alcool arrive dans le top 5 des facteurs de risque de morbidité et de mortalité prématurée en Europe. Donc en troisième position, derrière le tabac, l'hypertension artérielle, mais devant l'hypercholestérolémie et l'obésité. Donc les méfaits de l'alcool, c'est à la fois une forte implication dans les cancers, c'est aussi un facteur de risque dans les pathologies cardiovasculaires, dans les pathologies digestives. Il est impliqué également dans les accidents, les suicides, les homicides. Et un chiffre qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on retrouve l'alcool dans 40% des violences familiales et conjugales. Et quand on parle de cancer et alcool, ce n'est pas seulement le cancer du foie, parce que l'alcool est un facteur de risque dans tous les cancers du tractus aérodigestif, et on le retrouve aussi comme facteur de risque dans le cancer du sein chez la femme, dans le cancer de l'endomètre chez la femme postménopausale, et également dans le cancer du poumon. Alors, est-ce que ça a un impact de réduire la consommation d'alcool, C'est un lapsus. Justement, moi, j'aime bien cette courbe parce qu'elle nous montre qu'entre 39 et 45, quand la consommation en vin était rationnée, on a observé une diminution drastique du nombre de décès par cirrhose, qui a malheureusement repris sa courbe habituelle à la fin des années 40, début des années 50, lorsque la consommation est redevenue, j'allais dire normale, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Alors, quel est l'enjeu de notre formation ? C'est de pouvoir donc former des professionnels qui soient capables d'intervenir au niveau des usagers à risque et des usagers qui pratiquent une consommation nocive d'alcool, c'est-à-dire en termes de prévention secondaire. Pourquoi on cible les pharmaciens ? Quel est l'intérêt de faire une formation comme celle-ci pour les pharmaciens d'officine ? Parce qu'on le sait que l'officine, c'est un lieu privilégié pour les actions de prévention. C'est une couverture de proximité qui est ouverte sur la rue, qui est sans comparaison en termes de disponibilité de temps et d'espace, avec 22 000 officines en France, qui sont ouvertes en moyenne 55 heures par semaine, une répartition sur le territoire français qui est d'une officine pour environ 2500 à 3000 personnes, et qui intègre des professionnels de santé qui sont formés et compétents et à l'écoute du patient. Alors d'ailleurs, que nous dit la MILT à ce sujet ? Voilà encore un souhait de la MILT que les pharmaciens s'impliquent. Donc là encore, je la cite, les pharmaciens sont un relais essentiel pour
les actions relatives à la prévention, aux soins et à la réduction des risques en matière de drogue et de toxicomanie, qu'au niveau des officines, il y a une grande accessibilité au public et de la disponibilité des professionnels qui y travaillent, et que le pharmacien a un rôle de repérage de façon précoce des conduites addictives, qu'il est là pour écouter un usager conseillé et orienter vers une structure généraliste ou spécialisée. Alors jusqu'à maintenant, quels sont les outils dont disposait le pharmacien pour répondre à tout ça ? Alors il y a eu une campagne de mise en place d'affichage qui a été proposée par la MILT. Alors qu'est-ce qu'on nous proposait ? La dépendance, ça commence quand ? Ça, ça avait pour objectif d'interroger les sujets sur leur mode de consommation et leur vulnérabilité à la dépendance. Qu'est-ce que je risque ? J'en ai besoin pour faire la fête, qui était plutôt à destination des jeunes. Et qui peut m'aider ? Donc pour alerter les patients sur le fait qu'il y avait des acteurs de santé qui étaient disponibles. Toutefois, ce n'est pas si simple. Et quelles sont les difficultés qui ont été évoquées par les pharmaciens ? Alors là, je vous parle vraiment des difficultés qui ont été évoquées pour l'instant par les professionnels de santé. L'acceptation du patient, la réticence à parler d'alcool, le manque de formation du professionnel, puisqu'on sait que pour agir de façon efficace, il faut avoir une formation initiale et remettre à jour ses connaissances, l'organisation de l'officine qui manque d'un espace de confidentialité. On parlait tout à l'heure d'actions bénévoles, mais là encore, c'est revenu la plainte sur l'absence de valorisation. Et puis la légitimité du pharmacien à initier le dialogue sur la consommation d'alcool du patient et de son client. Donc l'objectif de notre formation, c'est d'abord de proposer enfin une formation initiale qui soit accessible à l'université, une formation à l'intervention brève. Dans le cas de l'expérience pilote que l'on mène actuellement à Amiens, elle nous permettra de redéfinir des bases en addictologie et en alcoolologie, et qu'enfin, donc à l'issue de cette formation, les professionnels soient capables d'alerter les patients, de les orienter vers des structures adaptées ou vers des spécialistes. Alors, comment ça va se passer ? Comment ça se passe concrètement ? Donc, la formation au RPIB, comme je vous le disais, elle touche les étudiants de 6e année de pharmacie. Elle se déroule en une journée. On propose des outils concrets comme le questionnaire audit adapté aux pharmaciens et on les forme à l'intervention brève. Donc, on a un outil à la fac qui est assez précieux qui s'appelle la pharmacothèque où on peut vraiment faire des jeux de rôle en situation réelle. Parce qu'on a reconstitué une officine à la faculté. Et ensuite, on forme les formateurs pour pérenniser cette formation. Donc là, on a déjà une vingtaine d'étudiants inscrits. La formation débute maintenant, donc dernier trimestre 2013. Et on est donc toute une équipe d'enseignants à la faculté prêts à se former. Et notre formation en tant que formateur débute au premier trimestre 2014. Donc là, vraiment, on est dans la concrétisation de cette formation. Par ailleurs, on a une étudiante qui est qui va faire sa thèse d'exercice sur le sujet, c'est-à-dire sur l'intérêt de la formation pour le repérage précoce. Alors voici l'outil principal que l'on va proposer. Donc c'est l'audit à destination des pharmaciens. Donc c'est un auto-questionnaire qui peut être un bon prétexte pour initier le dialogue. Il peut être sur le présentoir ou bien être proposé par le patient, puisqu'il doit être disponible dans la pharmacie. Donc voilà, il est bien précisé au dos du pharmacien. Donc le sujet fait son test, il obtient un score, et à la fin, on lui propose au dos, on lui dit, votre pharmacien vous aide à faire le point sur votre consommation d'alcool et indique les limites de la consommation. Donc l'objectif est vraiment d'initier le dialogue. Donc, cette formation est financée par la DGS, par un plan d'addiction, par l'ARS de Picardie,
Michael Nassila s'est fortement impliqué aussi en tant que correspondant régional du RESPAD pour obtenir ces financements. Nicolas Bonnet aussi, qui en parlera mieux que moi, qui est en tant que directeur du RESPAD, et Philippe Michaud de l'IPSA. Donc cette formation chez les pharmaciens d'officine, elle va débuter, donc comme je vous le disais là, au dernier trimestre 2013. Mais je vais vous parler d'une formation que l'on a déjà effectuée chez des internes en médecine générale, qui avait à peu près la même demande, et cette formation a été également évaluée à l'occasion d'une thèse d'exercice, et voici ce qu'il en est ressorti. Alors il y a 60 internes en médecine générale qui ont participé déjà à la formation. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Que l'amélioration du sentiment de savoir-faire avec les patients, qu'ils soient consommateurs excessifs ou alcoolodépendants, est une clé pour l'entretien et pour la pratique des médecins généralistes. Donc parmi les résultats... Ah mince, je crois que je suis allée trop vite. Je ne sais plus où j'en étais, voilà. Donc tout d'abord, on constate une amélioration significative des connaissances en termes d'alcoolologie, donc sur les principaux termes d'alcoolologie, sur les seuils de risque définis par l'OMS, une amélioration des connaissances en matière d'alcoolodépendance. Et quelles sont les retombées sur l'amélioration des connaissances? Et ça, c'est un résultat que je trouve vraiment intéressant. C'est qu'avant la formation, les principaux obstacles qui sont cités par les étudiants sont la réticence des gens à parler d'alcool, le fait que les patients minimisent leur consommation, etc. Donc toujours des raisons qui viennent du consommateur et du patient. Et après la formation, quelles sont les difficultés principales évoquées? C'est la propre gêne du médecin à parler d'alcool. Donc il y a une sorte de prise de conscience qui devrait mener à une modification de la pratique. Et lorsqu'on fait une petite évaluation de la formation à distance de cette journée de formation, c'est-à-dire on interroge ces mêmes internes, je crois que c'était entre 1 à 2 mois après la formation, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'effectivement, ils ont une plus grande facilité à aborder les problèmes d'alcool avec leurs patients. Donc une meilleure formation en termes d'alcoolologie, en termes d'addictologie, plus la formation à l'entretien motivationnel, a vraiment enclenché une prise de conscience et une modification de la pratique. Alors, cette formation, ça répond donc en partie en tout cas à la question de la légitimité à parler d'alcool avec le patient. Ça, comme je vous l'ai dit, déclencher une prise de conscience du praticien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment là une évolution de la pratique du pharmacien qui doit se mettre en place. Et c'est une demande de nos étudiants d'avoir accès à ce type de formation pour être capable d'intervenir avec des patients parfois ils ne sont même pas sûrs d'avoir identifié un risque, mais enfin ils ne se sentent pas très à l'aise en tout cas pour intervenir, que ce soit en termes d'alcoolologie, mais il y a aussi d'autres sujets qui les intéressent. Et c'est vrai que la formation à l'entretien motivationnel, c'est une évolution de la pratique des pharmaciens. Et encore une fois, nous, nos étudiants, ils sont demandeurs de ça. Donc on l'a vraiment noté comme une volonté de leur part d'orienter leur pratique vers une autre d'orienter leur pratique vers une autre façon d'aborder le problème de santé publique. Alors en plus, avec l'arrivée du baclofène et du nalméphène, on peut dire qu'il va y avoir une sensibilisation des pharmaciens au sujet alcool. Ça peut être une porte d'entrée au sujet alcool dans la pharmacie, aussi avec toute la problématique de l'alcool et effets secondaires, etc. Et l'objectif majeur de cette formation va être de repérer et d'orienter les sujets à risque
vers la consultation d'un généraliste ou d'un spécialiste. Voilà, je vous remercie pour votre attention.